problématique s'accélère. Les employés travaillent au minimum 48 heures par semaine. 4 mètres carrés par animal. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est ridicule. Somebody's got to do something about Antifa and the left. On s'est mis en grève. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour et bienvenue pour cette interview du lundi. Merci et bonjour à toi Élie Guéraud de venir parler ce matin de ton livre. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Dites-nous si tout le son va bien dans le chat, on vous voit. Bonjour à toutes et à tous, content que vous soyez là aussi nombreux ce matin. Élie Guéraud, tu as des élèves à toi hein, qui sont dans le chat. Hein. Voilà, j'avais fait un peu de publicité. Ouais. Tout pile, bonjour. Le son de Lévi... Ah oui, attendez. C'est moi, c'est de ma faute ça. Alors attendez, pourquoi il y a ça? Si, pourtant là j'ai fait mute. Alors, tac. Sinon je vais faire ça là. Comme ça là. Alors, dites-moi si le son est bon là. Ça c'est de ma faute. Vas-y, est-ce que tu peux nous redire bonjour s'il te plaît, Élie, pour voir bonjour, est-ce que là on m'entend bien? Voilà, son en double. Bien. Normalement c'est bon. Normalement il n'y a plus de son. C'est top, parfait. Voilà. Évidemment toujours des petits soucis techniques, mais réglés en à peine 10 secondes. Merci donc Élie Guéraud d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Je t'invite parce que tu as sorti un livre qui s'appelle Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle, qui est juste là. Juste ici, paru aux éditions Microcosme, qui est un livre qui est tiré de ta thèse, une enquête que tu as menée dans les années 2010, donc on reviendra exactement sur les années, etc., mais dans les années 2010, dans une ville moyenne du centre de la France, qu'on appellera Lhergne, pour des soucis d'anonymisation de ce lieu. Et tu as donc étudié, suivi ce que tu as appelé la petite bourgeoisie culturelle. On reviendra hein, sur cette appellation très vite, je pense. Et donc, ces personnes qui ont bénéficié dans les années 70, 80, 90 de toutes les possibilités économiques en termes de subventions, culturelles, en termes politiques, etc., d'accès à, à la création d'associations, de festivals, tout ce genre d'activités-là. Et tu as étudié cela et tu suis leur trajectoire des années 80 jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à notamment une date fatidique avec laquelle tu commences ton livre, qui est celle du 30 mars 2014, où la mairie de Lhergne passe du PS à la droite. Et ça m'amène peut-être à la première, la première question, peut-être pour que tu précises, que je l'ai dit en grand et en large, mais la population que tu étudies, elle est composée de profs doc, de, je sais pas moi, directrices d'associations culturelles, de journalistes. Est-ce que tu peux nous préciser à grands traits qu'est-ce que tu entends par cette petite bourgeoisie culturelle de ville moyenne, pour que les gens comprennent de qui on parle? Ouais. Alors, je vais peut-être d'abord faire une réponse très, très empirique et pas très théorique. On va peut-être revenir après sur les enjeux qu'il y a à parler, par exemple, de classe, de petite bourgeoisie culturelle et pas de classe moyenne. Bon, ça, je garde ça pour la fin, mais vraiment d'un point de vue totalement, on va dire, concret et empirique, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un ensemble de positions sociales fondé sur le capital culturel. Alors, je vais essayer de le dire en utilisant un peu moins des notions de sociologie, mais voilà, c'est effectivement des cadres de la fonction publique territoriale, des journalistes, des responsables associatifs, des élus locaux, des enseignants, etc., etc. Donc voilà, des professions qui sont situées dans l'espace social de Pierre Bourdieu, plutôt dans le pôle culturel de l'espace social.
Voilà, tu as déjà commencé à utiliser capital culturel. Alors, en plus, et sur ce terme de bourgeoisie, peut-être, parce que je sais que dans ta postface, l'auteur qui t'a fait ta postface revient dessus dans l'imaginaire des personnes qui regardent ce stream, en plus, parce qu'on est quand même un stream aussi qui parle pas mal de politique. Le terme de bourgeoisie, c'est plutôt quelque chose de négatif. Est-ce que pourrais nous dire pourquoi tu as choisi le terme de petite bourgeoisie culturelle et pas, je sais pas moi, celui de classe moyenne pour qualifier la population sur laquelle tu enquêtes? Ouais, bien sûr. Alors, je pense qu'il faut bien voir que petite bourgeoisie versus classe moyenne, en fait, c'est un débat qui est d'abord politique, mais c'est un débat qui est aussi académique. Et là, je vais peut-être plus revenir sur le débat académique. Après, si besoin, on pourra revenir sur les enjeux politiques qu'il y a à parler de classe moyenne ou plutôt de petite bourgeoisie. Voilà. Bon, en tout cas, moi, sur le versant politique, je préfère aussi petite bourgeoisie, mais ce qui m'a fait choisir petite bourgeoisie ici, c'est plutôt sur des questions académiques. Donc, je m'explique un petit peu là-dessus. En fait, la notion de classe moyenne, en fait, elle s'est vraiment imposée dans la sociologie française dans les années 70, 80. Et parfois avec une variante qu'on appelait nouvelle couche moyenne. Donc c'est voilà, des sociologues comme Catherine Bidou notamment, qui au tout début des années 80 sort un livre, Les Aventuriers du quotidien, où en fait elle présente ces nouvelles classes moyennes comme étant un groupe social nouveau qui se situerait en fait un peu, on va dire, en dehors des rapports de classe existants. Voilà, ces nouvelles couches moyennes, elles auraient un style de vie un peu atypique et elles inventeraient un peu avec les nouveaux mouvements sociaux, le féminisme, le régionalisme, l'écologie, un style de vie qui serait en dehors des rapports de classe. Au même moment, Pierre Bourdieu, dans La Distinction, donc 79, je pense le meilleur livre de sociologie francophone de tous les temps, ça c'est une autre question, on ne va pas en débattre. D'accord. Lui, reprend vraiment la notion de petite bourgeoisie, avec plusieurs variantes. Donc pour lui, il y a la petite bourgeoisie en déclin, la petite bourgeoisie d'exécution et la petite bourgeoisie nouvelle. Et en fait, il justifie l'utilisation de petite bourgeoisie, surtout en disant qu'en fait, ce groupe social ou ces groupes sociaux sont complètement inscrits dans des rapports de classe et notamment dans des rapports de distinction culturelle. En fait, ce qui caractérise la petite bourgeoisie, c'est pour ça que c'est le fait en fait qu'elle cherche à imiter le style de vie de la bourgeoisie. Et donc, parler de petite bourgeoisie, ça permet vraiment de rappeler cette position intermédiaire entre classe populaire, bourgeoisie, et le fait que finalement, ce qui caractérise ce groupe, ce soit vraiment qu'elle soit tournée en fait vers la culture bourgeoise ou vers les cultures bourgeoises, parce que dans la distinction, il y a plusieurs cultures bourgeoises. Donc le premier enjeu académique, c'est classe moyenne versus petite bourgeoisie. En fait, classe moyenne, c'est un peu aller dans le sens des sociologues qui affirment du coup que les rapports de classe, en tout cas sous certaines formes, sont caduques, et c'est vraiment resituer du coup cette petite bourgeoisie à la fois dans la sociologie bourdieusienne, mais à la fois dans cette idée que ce qui la caractérise, c'est d'être tourné vers une certaine culture bourgeoise, ce qui était complètement le cas pour ma petite bourgeoisie. Oui, une certaine culture légitime sur laquelle on reviendra et qui se définit, enfin qui est assez précise et que tu définis dans les manières de décorer notamment les lieux, etc., etc. On reviendra dessus tout à l'heure. Peut-être faire un détour par un peu plus méthodo sur ton terrain d'enquête. Tu as fait donc ton terrain d'enquête entre 2010 et 2018 avec tous les classiques de l'ethnographie, c'est-à-dire de nombreux entretiens. Tu as fait, il me semble, 96 entretiens, de l'observation directe, participante, que tu rapportes dans ton livre et qu'on a en description. On a vraiment des moments de description dans ce livre-là. La consultation d'archives, notamment des extraits de journaux. Comment on fait lorsqu'on demande à des personnes de parler de leur jeunesse, en l'occurrence, parce que tu reviens beaucoup et tu fais quelque chose sur les années 80, plusieurs décennies après, pour cerner, j'ai envie de dire, le vrai du faux, mais peut-être repérer les discours idéalisés. Comment on traite cela dans une enquête sociologique? Parce qu'on imagine bien que quand des personnes qui ont 40, 50 ans au moment où tu les interviews, tu fais l'entretien, qui parle des années 80, c'est l'âge d'or, ils le voient d'une certaine manière, et à toi de te rendre compte de ce qui est... Comment tu fais pour essayer de contrer ces discours idéalisés, par exemple? Ouais. Alors, du coup,
la solution, je l'ai trouvée du côté de l'histoire. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi, parce que moi, voilà, je suis vraiment un sociologue de formation à 100%. Voilà, dans ma formation académique, en fait, voilà, j'ai jamais été confronté aux méthodes de l'historien, et j'étais obligé un peu d'apprendre ça seul. Et donc, du coup, à la fois de faire de l'histoire orale. Alors, l'histoire orale, ça, c'est plutôt simple parce que finalement, c'est la méthode de l'entretien qu'on apprend en sociologie, mais de confronter cette histoire orale toujours à un travail sur archives, voilà, vraiment à des recherches dans les archives municipales, archives départementales, les archives aussi personnelles, les archives privées, notamment relatives à l'histoire des associations qui ont été fondées dans les années 80, etc., etc. La première chose qu'on voit qui m'a un peu étonné en sociologue, mais qui étonne pas beaucoup les historiens, en tout cas qui font de l'histoire contemporaine, c'est effectivement un décalage entre la mémoire collective, les souvenirs tels qu'ils sont récoltés dans les années 2010 et la réalité, en fait, telle qu'on arrive à la saisir dans les archives. Alors voilà, comme tu le disais, on retrouve vraiment une forme d'idéalisation qui est, à mon avis, d'autant plus forte que les années 2010, on en reparlera certainement, c'est une décennie de fragilisation. Donc, d'autant plus, on a tendance, du coup, à idéaliser cette décennie des années 80, à la penser comme un moment d'ascension fulgurante, sans conflit. Bon, ce qui est en partie vrai, mais pas tout à fait. Et justement, faire ce travail sur archives permet de confronter, du coup, la mémoire et la réalité. Et je pense que ces deux méthodes sont complémentaires. Un des défauts de la sociologie, quand elle veut un petit peu essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, c'est justement, je crois, de ne pas confronter les représentations déformées des individus, alors déformées par le temps, par des biais cognitifs, mais aussi par, voilà, on l'a dit, par ces tentatives de montrer le meilleur de soi-même. Bon, ce que Bourdieu appelait l'illusion biographique. Hein, voilà, là, vraiment, aller voir dans les archives, ça permet quand même de nuancer et de repérer des situations de décalage. Oui, voilà, d'en repérer une et de pouvoir comment dire, à partir de ce que tu repères, d'avancer et de comprendre le décalage. Tu as fait une enquête sur 8 années. Tu évoques notamment des relations à la fin, là, dans l'épilogue, des relations que tu peux avoir avec les personnes, tes enquêtés, que tu entretiens toujours, même des relations amicales. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur le terrain pendant aussi longtemps? Qu'est-ce qu'on crée comme lien avec ces enquêtés? Est-ce qu'il y a au contraire aussi des personnes avec qui tu t'es froissé? Comment ça se passe aussi, quoi? Du coup, je vais peut-être commencer par rappeler que, alors tu le disais, j'ai démarré en 2010, en réalité 2011 en fait. Moi, c'est un truc que je conseille pour les gens qui font des thèses. Moi, j'ai démarré en fait dès mon mémoire de Master 1, ce qui m'a permis quand même de faire une enquête extrêmement longue. Et alors, en fait, elle ne s'arrête pas complètement en 2018, l'enquête. En 2018, je soutiens ma thèse, mais en fait, voilà, c'est un terrain sur lequel je reviens régulièrement. Bon, on en reparlera peut-être aussi, mais c'est un terrain en fait où j'ai de la famille. C'est comme ça que j'ai choisi ce terrain. Donc voilà, c'est aussi un terrain, un objet qui m'est proche par certains aspects. Bon, ce qui pose aussi des soucis sur voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur du familier, sur du proche, pour le rendre à nouveau étranger et pouvoir poser des questions nouvelles dessus. Bon, ça, c'est une autre question. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'ai mené une enquête sur ce terrain pendant presque 10 ans, avec des allers-retours qui sont encore réguliers aujourd'hui, alors de moins en moins fréquents, mais par exemple avant, au moment où je finalisais le manuscrit de ce livre, je suis retourné faire des entretiens, j'ai continué à refaire des statistiques pour regarder les évolutions sociodémographiques de cette ville. Donc je dirais qu'il y a des données qui vont jusqu'à 2022. Voilà, il y a eu les élections municipales de 2020 que j'ai suivies aussi de près. C'est un terrain dont j'ai du mal à me couper. Ensuite, sur les relations que j'ai pu nouer sur ce terrain, bon, il y en a une partie où je pense les personnes sont vraiment devenues des amis avec lesquels j'échange régulièrement. Et d'autres, en fait, où j'ai assez peu de nouvelles et où je sais pas tellement ce que sont devenues les personnes. Et voilà, j'ai vraiment les deux cas. Et sur la réception de ce travail, Du en fait, moment où il est sorti, oui.
c'est encore quelque chose que j'attends. Alors, ça m'est arrivé évidemment au moment où j'écrivais des bouts de la thèse, des bouts d'articles, d'envoyer certains passages aux enquêtés pour savoir si c'était d'accord ou pas avec mon interprétation, s'il y avait des éléments factuels voilà, que j'avais mal compris. Mais le retour global de l'enquête, en fait, je l'attends encore parce que j'ai fait une première présentation en librairie dans cette ville qu'on va continuer à appeler Lergne. Je vais essayer de ne pas faire d'erreur et pas donner le vrai nom. Et donc, c'était assez récent, en fait, cette présentation. Et pour le moment, je ne suis pas encore retourné dans cette ville pour discuter après la sortie du livre, mais voilà, c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser dans les mois à venir. Très bien. Eh bien, on peut enchaîner, rentrer un peu peut-être dans le livre et parler justement de cette petite bourgeoisie culturelle. Donc celle que tu étudies, on l'a dit un peu tout à l'heure, elle naît dans les années 60, profite de la massification de l'accès au lycée. Et pour ses franges les plus populaires, c'est l'occasion, le lycée par exemple, d'une mixité sociale avec des personnes de classe plus aisées. Elle bénéficie également de l'accès à des lieux culturels. Alors, tu parles beaucoup de la maison de la culture de Lergne et donc développe, donc une partie de cette classe populaire développe des goûts pour la culture, organise des concerts. Il y a une espèce d'ouverture des possibles culturels et de ce que tu qualifies de mobilité sociale ascendante. Comment ce contexte, qui est quand même un contexte politique global en France, va particulièrement avoir un impact dans la ville que tu étudies, cette ville moyenne? Oui, je voulais juste préciser une chose avant, c'est vrai que moi, c'est vraiment l'effet du protocole d'enquête. Moi, je fais démarrer cette histoire, ou en tout cas, les trajectoires démarrent vraiment quand voilà, les enquêtés ont une vingtaine d'années, dans les années 80. Ils sont nés dans les années 60. Et en fait, cette ascension sociale très importante en France, on la retrouve tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, alors plus au début qu'à la fin. Voilà, ce que je veux dire, c'est que même si moi, je regarde une modalité particulière d'ascension sociale, en réalité, on en retrouverait d'autres qui peuvent se produire dans les années 60-70. C'est-à-dire, en fait, à un moment où l'état social va très fortement se développer. Alors, l'état social, à la fois par les politiques éducatives, les politiques culturelles. En fait, voilà, le développement d'un État qui va voilà, mettre de plus en plus de moyens dans des politiques sociales ambitieuses, des politiques culturelles, etc. etc. Et donc aussi participer au développement d'une nouvelle classe d'actifs qui travaillent pour cet État social. Voilà, moi j'ai essayé d'étudier une facette particulière en faisant un petit peu l'impasse sur les décennies précédentes. Voilà, en fait, dans les années 60-70 à Lergne, on a déjà une petite bourgeoisie culturelle. C'est pas la même, c'est-à-dire qu'elle est davantage liée au réseau partisan communiste, à l'éducation populaire, etc., etc. En fait, comme j'ai beaucoup travaillé à partir d'histoire orale, en remontant l'histoire de gens rencontrés en 2010, par définition, voilà, les militants les plus actifs dans les années 60 à Lergne sont décédés ou sont à un âge avancé, où c'est compliqué de faire des entretiens avec eux. Donc, c'est pour ça que je fais un peu démarrer, moi, cette histoire aux années 80. Donc, dans cette décennie 80 et même fin 70, en fait, la décennie précédente, c'est le moment où la démocratisation de l'école, alors la massification scolaire va s'accélérer, où du coup une classe d'âge beaucoup plus large va se rendre au lycée, et où du coup, c'est ce qui apparaît à Lergne, des jeunesses plutôt favorisées et plutôt populaires vont se rencontrer. Donc, dans une grande cité scolaire à Lergne, c'est un peu là que je fais démarrer mon histoire dans le livre, vont se rencontrer des jeunes de petits éleveurs bovins du coin, d'ouvriers ou de professions libérales, de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie locale. Et ils vont commencer à se nouer des alliances de classe dans ce contexte-là, notamment autour des contre-cultures anglo-saxonnes, alors qui émergent pas à ce moment-là, parce qu'elles émergent avant, mais en tout cas qui se diffusent fortement en France à ce moment-là, notamment dans des villes petites et moyennes de province comme Lergne. Et donc voilà, ce moment cette étape d'accélération dans la massification scolaire va
permettre, on pourrait dire, des jeunes d'horizons sociaux très divers de se rencontrer et, euh, et de nouer des amitiés voilà, autour de ces pratiques-là. Donc je dirais que c'est là que cette histoire démarre et elle se prolonge ensuite dans les années 80, c'est-à-dire la décennie 80, c'est aussi une décennie très particulière dans l'histoire politique française. C'est à la fois, je dirais, une décennie qui se caractérise par l'accès de Mitterrand à la présidence, par le tournant de la rigueur en 83, c'est surtout ce qu'on retient de Mitterrand, c'est-à-dire ce moment où Mitterrand renonce à un vrai programme socialiste de redistribution des richesses. Mais dans un même temps, si on regarde que les politiques culturelles et ce que fait Jack Lang au même moment, Jack Lang arrive à consacrer 1% du PIB à la culture. Alors 1% du PIB, comme ça paraît ridicule. On se dit 1% de toutes les richesses qui sont produites à l'échelle d'un pays sont redirigées vers la culture. Comme ça paraît rien, mais en fait, cette part de la richesse produite vers la culture, ce 1% vers la culture, il n'a jamais été réatteint par la suite. Et c'est un niveau de dépense vers la culture qui est tout à fait inédit à ce moment-là. Dans cette décennie 80, on va voir émerger des politiques culturelles ambitieuses. Et donc va se développer ce versant un peu de l'État social par les subventions aux associations, par les emplois aidés, ce qui va participer vraiment à développer le secteur culturel et ce qu'on voit dans cette ville de Lerne, mais on le voit aussi à Paris, on le voit aussi dans beaucoup d'autres villes petites et moyennes ou grandes villes. Tu disais tout à l'heure, peut-être, tu parlais on parlait des mobilités sociales ascendantes, tu parlais du fait qu'il y avait des rencontres qui étaient possibles, etc. Mais très vite, donc là on était au lycée, ça permet d'organiser des concerts de rock, comme tu disais, etc., à gauche, à droite, à Lerne, via la Maison de la Culture. Mais il arrive le moment des études supérieures. Et là, c'est très intéressant parce que là, tu nuances cette espèce d'idée qu'il y avait une mobilisation ascendante pour tous et qui était la même pour tout le monde. Parce qu'en fait, les études supérieures, c'est le moment où les personnes aux origines les plus populaires sont ramenées un peu à leurs conditions. Et par exemple, tu as un exemple de François, d'une personne qu'on suit, que tu nommes François dans ton enquête, qui va lui choisir une filière technique. Et il dit, tu le cites, qu'il ne voulait pas faire l'artiste, et répond à la demande aussi de ses parents d'aller faire des études techniques qui lui permettent d'obtenir un emploi assez rapidement juste après ces 2 années d'études techniques et qui donc le font renoncer quelque part pendant quelques années au moins à toutes ces activités culturelles, l'organisation de concerts, etc. etc. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment justement dans cette ascendance de cette mobilité sociale qui reste inégalitaire au final? Ouais. Et oui, c'est une précision importante et c'est vrai que là il y a une différence entre la génération qui a qui a une vingtaine d'années dans les années 80 et celle qui a une vingtaine d'années dans les années 2010. Mais ça, on y reviendra peut-être après. Dans les années 80, en fait, quand on regarde vraiment les politiques scolaires, et notamment la massification scolaire, on est encore dans un moment où les jeunes de classe populaire accèdent massivement au lycée, mais pas encore à l'enseignement supérieur, ce qui viendra en fait plutôt dans les années 90. Et là, je renvoie au travail de Stéphane Beau, 80% au bac, et sur les classes populaires à l'université. Là, au début des années 80, c'est pas encore le cas. Alors, ça veut pas dire que tous les jeunes de classe populaire échappent à l'enseignement supérieur. Il y en a quelques-uns. En tout cas, c'est pas encore vraiment massifié. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a le bac, les uns, donc les jeunes de milieux plutôt ou agricoles, ouvriers du coin, en fait, restent, et les autres partent faire des études supérieures, alors dans la capitale régionale, à Paris. Et donc, on a un peu une séparation des trajectoires à ce moment-là, alors même que les premiers élans
culturels, associatifs, quand ils étaient lycéens, laissaient présager en fait un avenir commun. Donc voilà, on a vraiment ce moment de bifurcation des trajectoires, mais qui ne les empêche pas quand même de prolonger quand même un peu l'aventure collective, dans le sens où une partie de la jeunesse la plus favorisée, qui part faire des études supérieures, une partie seulement, hein, pas toute, revient systématiquement pendant les vacances, pendant le week-end, pour continuer à organiser des concerts, pour voilà, lancer une association d'art contemporain, pour prendre un exemple qui est dans le livre, ou de courts-métrages. Bref, maintien des activités associatives puis politiques, on en reparlera, sur le territoire d'origine, tout en poursuivant des études supérieures dans les grandes agglomérations les plus proches. Bon, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que, alors, il faut que j'arrête de citer Pierre Bourdieu à chaque question, mais voilà, ça renvoie quand même aux questions de reclassement et au fait que, en fait, les jeunes qui ont la capacité, entre guillemets, alors de choisir leur avenir, non, ils ne peuvent pas choisir leur avenir, mais en tout cas, voilà, qui ont plusieurs chemins en face d'eux et qui peuvent choisir à reclasser leurs capitaux, que ce soit vers, on va dire, une carrière à Paris ou dans la capitale régionale, ou que ce soit en revenant sur place. Voilà, c'est vraiment le privilège des jeunes les plus favorisés qui en fait ont un champ des possibles élargi, alors même que les moins favorisés doivent se tourner vers l'usine, vers des emplois d'exécution peu qualifiés qu'offre l'espace local. Et c'est vrai que tu as commencé à l'évoquer, mais il y a quelque chose qui est très évocateur de cette réussite culturelle des années 80, c'est ce festival de courts-métrages qui est monté et dont il me semble que c'est pour celui-là dont tu parles des subventions qui vont augmenter tous les ans pendant une dizaine d'années successives, festival qui va grossir, qui était sur une journée qui va passer sur 2, 3, plusieurs journées, faire venir plein de monde, etc., etc. Ce festival-là, je trouve que c'est vraiment une belle image, enfin une bonne image de ce que ça peut être cette réussite de cette bourgeoisie culturelle à imposer son goût, d'une part, hein, parce que évidemment la passion pour les courts-métrages est quelque chose qui est assez de niche et qui vont réussir à développer, etc., et à montrer à du public via ce festival, et puis notamment aussi dans la professionnalisation de ces personnes-là qui vont soit se professionnaliser dans des associations d'organisation d'événements comme celui-ci, ou alors, et c'est là où il y a le lien avec le PS et le Parti Socialiste notamment, vont s'engager de l'autre côté, c'est-à-dire dans ceux qui distribuent les subventions, c'est-à-dire la politique et la mairie de Lhergne, qui va devenir l'objet des convoitises, notamment parce que tout le monde comprend très vite que qui a la mairie a l'argent, qui décide de là où va l'argent pour la culture. Et je le dis de manière très triviale, mais c'est un peu ça qui se passe. Ouais. Complètement, et si tu me permets, du coup, je vais faire un petit détour par leurs engagements politiques, en tout cas, voilà, il y a un engagement politique qui précède l'association de courts-métrages, et je pense que c'est important de le rappeler, parce que les deux sont liés, en fait. Peut-être juste, c'est vrai que l'histoire politique de Lhergne, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, une première liste d'union de la gauche, donc PS et PC et communistes, est victorieuse dès 71. Alors c'est important parce qu'en fait, ce qu'en sociologie politique on appelle la vague rose, c'est en 77. Le 77, c'est les élections municipales qui vont être gagnées dans beaucoup de villes petites et moyennes par ces listes d'union de gauche. Donc à Lhergne, c'est plus tôt, c'est dès 71. Donc en fait, dans les années 70, cette politique culturelle, donc on va dire les élus qui ont le pouvoir sur cette politique-là et qui donc ont aussi la main sur le portefeuille et sur les subventions, c'est les élus communistes. C'est pas quelque chose qui est étonnant en fait, hein, c'est souvent le cas. Voilà, dans ces listes d'union de gauche, la culture et le social, c'est donné plutôt aux communistes, et les socialistes prennent les autres compétences. Bon, ça c'est le cas en 71, en 77, et en fait dans la décennie 80, ces jeunes qui se tournent vers le rock, le court-métrage, vont peu à peu en fait prendre la place des communistes dans la politique culturelle locale. Donc ça démarre en fait juste avant l'association de court-métrage dont tu parlais. Ça démarre aux élections municipales de 83.
où en 83, voilà, on a de nouveau une liste d'union de la gauche qui ne passe pas au premier tour des municipales. Elle fait 48% en gros. Et elle passe pas notamment parce que ces jeunes dont on a parlé, qui se rencontrent au lycée, etc., ont monté une liste. Alors ils ont monté une liste un peu parodique, voilà, un peu ironique, où en gros ils demandent des lieux associatifs pour les jeunes, voilà, pour caricaturer un petit peu. Oui, ce que tu expliques, c'est qu'il y a quelque chose un peu à la Coluche Voilà, dans cette. complètement, complètement. Alors les revendications, enfin, on va pas forcément en parler, mais voilà, elles sont pas sérieuses. C'est vraiment voilà, pour mettre en dérision cette arène municipale. À aucun moment les personnes qui sont dedans, qui ont entre 18 et 24 ans, voilà, c'est quand même important de le rappeler. Voilà, des jeunes de 18 à 24 ans qui montent une liste au municipal, voilà, dans le paysage politique actuel, ça paraîtrait complètement étonnant. Bon, en 83, ça allait un petit peu moins. Et donc, eux arrivent à faire 3%. Alors, on se dit 3%, c'est pas grand-chose. Bon, ils sortent voilà, c'est comme des jeunes qui sortent de nulle part, sans programme, avec juste une idée de parodier cette élection municipale. Ils font 3%. Bon, du coup, la liste d'union de la gauche est à 48. Elle n'a pas de report de voix possible pour le deuxième tour. La droite s'allie face à elle. Et donc, ils sont un peu obligés de se tourner vers ces jeunes qui leur reprochaient pourtant voilà, de ne pas avoir une politique culturelle ambitieuse et de s'allier à eux. Alors, cette alliance, en fait, elle va se traduire de la manière suivante. La municipalité de gauche va s'engager à leur fournir un premier lieu associatif. En fait, c'est le tout premier conquis, c'est en 83, et ensuite à voilà, subventionner leurs associations. Et donc voilà, la gauche passe au deuxième tour, et donc le lieu associatif est obtenu. Et cette première victoire qui va donner l'élan en fait à toutes les initiatives culturelles qui vont être lancées dans les années 80 par cette nouvelle génération. Donc il y a ce festival de court-métrage, je reviens dessus. Donc, au début, ce festival de court-métrage, donc c'est l'année suivante, c'est en 84 qu'il est lancé. C'est rien du tout, voilà, c'est vraiment un groupe d'amis qui fait jouer les groupes de rock locaux en montrant voilà, quelques projections de films expérimentaux. Bon, déjà, ça c'est intéressant parce qu'on a des concerts rock et du cinéma expérimental, ce qui permet, encore une fois, de permettre la rencontre entre cette jeunesse populaire plutôt tournée vers le rock et cette jeunesse, on va dire, plus bourgeoise ou petite bourgeoise, qui fait ses études supérieures dans des grandes villes et qui va plus s'y retrouver dans le cinéma expérimental. Et donc, comme tu le disais, quand on fait voilà, la trajectoire économique de ces associations, notamment en fouillant dans les archives, ce que j'ai fait, on peut regarder qui subventionne, quels sont les montants, pourquoi faire. Et là, on voit une ascension considérable entre 84 et voilà, les années 90. Bon, en fait, de 84 à la fin des années 90, les subventions, en gros, elles sont multipliées par 100. Ceci en euros constants, donc c'est-à-dire vraiment en tenant compte de l'inflation pour comparer ce qui est comparable. Voilà, on passe vraiment d'une fête un peu à la limite de l'improvisation entre copains à une association avec un budget de 350 000 euros, plein de salariés. Donc voilà, c'est vraiment l'illustration parfaite de la professionnalisation du monde associatif. Et donc la trajectoire, on va dire, d'ascension politique se fait en parallèle avec l'ascension sur la scène associative. Voilà, j'étais un peu long sur ma réponse. Non, mais c'était intéressant. C'est vrai que tu as raison de repréciser ce moment-là qui est la première victoire, ce moment-là politique, qui est la première victoire. Alors certes, 3%, tu disais, c'est rien, mais c'est ce qui va leur permettre de négocier cette maison, ce lieu culturel pour faire leurs concerts. Et c'est ce qui va permettre de démarrer aussi toute cette aventure culturelle qui elles vont vivre pendant toutes ces années. Et ce que je voulais aussi ce que je voulais aussi te demander là-dessus, c'est peut-être pour revenir, pour qu'on apprenne à mieux les comprendre. Tout à l'heure, je parlais du goût. Tu décris des choses, notamment dans les intérieurs, de comment ces personnes-là décorent
hein, cette petite bourgeoisie culturelle décore les lieux où elle vit, alors tu prends l'exemple du pub, tu prends l'exemple d'intérieur de maison. Qu'est-ce qui caractérise, un peu pour mieux les connaître, les goûts, par exemple, en termes de décoration? Qu'est-ce qui est important lorsqu'on décore? Tu parles d'authenticité, de choses comme cela. Ouais. Alors effectivement, j'ai vraiment essayé de décrire ce style de vie de différentes manières. Alors, on l'a un peu dit par les manifestations culturelles qui sont organisées, etc. Mais aussi dans la manière dont cette petite bourgeoisie culturelle donne le ton. Je reprends l'expression à un article fameux de Chamboredon, Le Maire, proximité sociale, distance spatiale. Voilà, comment ce groupe social donne le ton. Alors, donne le ton, voilà, sur la scène politique, sur la scène associative, mais aussi vraiment je dirais, dans l'ordinaire, dans l'ordinaire des sociabilités, dans l'ordinaire des intérieurs, dans l'ordinaire de l'occupation de l'espace public. Et enfin, voilà, l'idée en faisant ça, c'était aussi de sortir un peu du seul cas de Lhergne, de dire, voilà, en fait, ce qu'on voit chez ce groupe social, notamment sur son style de vie en acte, sur la manière voilà, dont les préférences culturelles sont énoncées, dont elles s'affichent dans les intérieurs, bah, c'est pas du tout un groupe social atypique qu'on ne retrouverait qu'à Lhergne. En fait, cette petite bourgeoisie culturelle, elle existe dans beaucoup de territoires. Voilà, du Bas-Montreuil ou de la Croix-Rousse, pour reprendre un peu les travaux sur la gentrification d'Anaïs Collet, comment dire, voilà, jusqu'à certaines formes de néo-ruralité, ou voilà, des populations urbaines vont s'installer dans les campagnes, investir des AMAP, etc. Enfin, voilà, l'idée, c'était de montrer que, en fait, on avait là un groupe social particulier, caractérisé par certaines dispositions esthétiques, éthiques, donc c'est-à-dire par des goûts, bon, qui, tu l'as dit, sont définis d'abord par, on va dire, ce qu'en sociologie on appelle une certaine forme d'ascétisme, c'est-à-dire, en fait, cette idée que la consommation ostentatoire, voilà, on s'en démarque, on est plutôt dans des consommations mesurées, dites responsables, hein, je mets des guillemets parce que voilà, c'est vraiment les termes utilisés. On va préférer l'authenticité. Voilà, donc là, c'était vraiment m'inscrire en fait dans la perspective de la sociologie bourdieusienne et de penser ce groupe social par en fait les goûts et les dégoûts qui sont affichés. J'ai là juste un extrait, la page Ouais, vas-y. 45, peut-être pour que les gens, où tu rentres justement chez François, dont on parlait tout à l'heure. On trouve dans la pièce relativement épurée, les murs sont blancs et les objets et meubles peu nombreux, des tableaux sur les murs, des plantes vertes, des livres ici et là, et surtout ce poêle au milieu de la pièce qui tranche avec le contexte par son esthétique industrielle, entre guillemets. L'ensemble est très ordonné, aucun objet ne traîne au sol sur les tables. De cette pièce part un escalier, là-haut c'est mon espace, me dit-il. Nous montons et arrivons dans une première pièce dont les murs qui sont recouverts de disques et de magazines. François me dira posséder près de 5000 vinyles et 3500 disques et plusieurs collections complètes de magazines portant sur la musique rock, notamment rock and folk qu'il achète depuis 1973. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi il y a un rapport très érudit là qu'on voit à la culture, c'est-à-dire par la collection, par bon, aussi un petit peu matériel, hein, aussi, mais matériel et érudite quoi, de ce rapport à la culture, quoi. Ouais, complètement. Et le cas de François, je le trouve intéressant parce que enfin, cette visite et cet entretien que je fais chez lui, ça permet vraiment de saisir en fait combien ce groupe social se tourne vers le capital culturel, bon, vers certains registres de capital culturel, hein, plutôt les registres nouvellement consacrés, c'est-à-dire voilà, le rock. Et comment le capital culturel apparaît ici dans tous ces états, pour reprendre, enfin en tout cas dans au moins 2 de ces états, pour reprendre l'article de Pierre Bourdieu, l'article fameux. C'est-à-dire voilà, il y a du capital culturel objectivé dans les objets, dans ces collections complètes de magazines, dans ces vinyles. Et effectivement, voilà, cette pièce dont je parle, alors il n'y a pas de photo dans le livre, mais on pourrait être dans une bibliothèque universitaire, hein. Voilà, tout est extrêmement bien rangé, donc on voit vraiment des dispositions scolaires en fait, hein, dans l'appropriation de ce capital culturel. Bon,
Mais aussi, tout ça, c'est du capital culturel incorporé dans voilà, l'entretien, dans la manière dont s'habille François, voilà, dans sa manière même de servir le thé. Et c'est vrai que j'ai essayé de rendre compte, en fait, voilà, par ce type de description, par ce qu'est ce groupe social, non pas seulement à travers son engagement politique, associatif, mais vraiment voilà, dans l'ordinaire du style de vie, des interactions et de la manière de se présenter, de se présenter à l'enquêteur. Et, et pour finir peut-être là-dessus, parce que c'est vrai que cet exemple est vraiment trop intéressant aussi pour ça, c'est que ça montre bien, parce que François fait partie de ce groupe-là qui a des origines plutôt populaires, et donc la maison qu'on vient de décrire, elle est au milieu du quartier populaire d'un quartier populaire de Lerne. Elle n'est pas en centre-ville, elle est pas, non, elle est au milieu d'un ensemble de pavillons ouvriers, et c'est là où on voit toute la, comment dire, la double, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais le fait il a encore ses origines populaires qui restent là, parce qu'il est obligé d'habiter dans ce quartier-là, il l'a pas quitté pour différentes raisons, et en même temps, il a investi dans sa maison son nouveau goût, on pourrait dire, son goût en tout cas au capital culturel, quoi. Peut-être pour finir, mais je trouve ça vraiment intéressant cet exemple-là de cette maison-là, pour ça que je l'ai repris sur justement l'entre-deux dans lesquels ces personnes peuvent être, quoi. Oui, c'est sur cette ambivalence, je te rejoins complètement, elle est vraiment intéressante à noter. Et en fait, François est plutôt un cas un peu atypique, dans le sens où quand même cette petite bourgeoisie culturelle a une tendance à investir le centre-ville. On en reparlera peut-être plus tard, mais voilà, le lieu de prédilection où elle s'installe, c'est le centre-ville. Alors il faut aussi voir que on est dans une ville moyenne du centre de la France où le prix de l'immobilier n'a rien à voir avec voilà, les anciens quartiers populaires gentrifiés où peut s'installer la petite bourgeoisie culturelle côté gentrification, quoi. Ici, c'est assez simple voilà, d'acheter voilà, des grands appartements dans des immeubles, voilà, d'avoir du beau patrimoine pour pas très cher. Donc, ce qui explique aussi que cette petite bourgeoisie culturelle, qui n'a pas forcément des moyens économiques considérables, peut se permettre d'investir le centre-ville. Bon, ce qui n'est pas le cas de François, du coup, et lui va privilégier un pavillon ouvrier malgré ça. Et ce qui est intéressant là, peut-être pour compléter, tu disais la facilité de l'accessibilité de ce centre-ville, ça va permettre à une deuxième génération dont tu parles dans ton livre, la génération qui est née, elle, dans les années 80 et qui investit la culture et le monde culturel de Lerne plutôt dans les années 2000. Cette génération, elle va intégrer la petite bourgeoisie culturelle locale, et ce groupe d'origine, alors pour le coup, lui va accéder, d'origine aussi populaire, va accéder aux études supérieures, hein, parce qu'on est dans les années 90 et que la massification des premières années, en tout cas à l'université, a eu lieu et que beaucoup plus de personnes ont accès à l'université. Mais ces personnes-là, à la fin de leurs études, hein, qui se font souvent en dehors de Lerne, vont être contraints, pour différentes raisons, manque de capital économique, manque de capital social, de revenir à Lerne, et vont trouver dans l'installation dans le centre-ville de Lerne et dans l'intégration de cette bourgeoisie culturelle locale, un espèce d'univers de ce que tu appelles, toi, univers de consolation de leur échec dans les plus grandes villes. Quel genre de position ce groupe va obtenir? Parce que là, du coup, on vient de faire un saut. Tout à l'heure, on parlait beaucoup des années 80. Là, on va plutôt être dans les années 2000, vu que cette génération est née dans les années 80. Comment elle va s'insérer dans cette petite bourgeoisie culturelle qui, on l'a dit, du coup, là, est là depuis une vingtaine d'années, très installée, avec des hauts postes, avec des relations préférentielles avec la mairie. Comment cette nouvelle génération va s'insérer un petit peu et puis peut-être l'occasion, du coup, de parler du centre-ville et de... Ouais. Oui, je pense une question aussi qui est importante en lien avec ce que tu viens de dire, c'est celui du renouvellement ou de la reproduction de cette petite bourgeoisie culturelle. Alors, elle se posait déjà dans les années 2010. Voilà, aujourd'hui, elle se pose encore plus, hein. Voilà, on parle de jeunes qui, au début des années 80, sont rentrés sur le marché de l'emploi, ont gagné leurs engagements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ils ont 60 ans ou pas loin, et c'est leurs dernières années avant de partir à la retraite ou d'abandonner leurs engagements. Et ce qui m'a frappé dès le début de cette enquête, en fait, c'est que les enfants
donc vraiment les enfants biologiques de cette petite bourgeoisie culturelle des années 80, eux partent faire des études et ne reviennent pas. C'est-à-dire que voilà, la reproduction sociale, elle va se faire, hein, mais en dehors de l'espace d'origine. Donc ça m'a beaucoup intéressé. Ça renvoie, il me semble, aussi aux travaux de beaucoup de sociologues. Alors comme ça, je pense au travail de Benoît Coquart, qui a publié le livre Ceux qui restent, Oui, dont on à la a parlé un découverte, peu. Ouais. voilà. Ouais. Et voilà, un des résultats de Benoît Coquart, c'est quand même de montrer que dans ces campagnes en déclin, en fait, la petite bourgeoisie culturelle n'existe plus, ou alors elle est extrêmement fragilisée, extrêmement réduite, notamment parce qu'en fait, elle a émigré vers d'autres espaces et Paris. Voilà, Benoît Coquart montre, par exemple, que sur son terrain, les enfants de profs, tous les enfants de cette petite bourgeoisie culturelle quittent l'espace local et ne s'investissent pas, du coup, on y a aussi une absence de contre-modèle, de réussite sociale, voilà, un modèle qui serait par la culture, et ce qui explique que les élites dans ces campagnes en déclin soient essentiellement des petites élites économiques, l'artisan du coin, le chef d'entreprise du coin, etc. etc. Bon, du coup, dans cette ville de Lergne, on voit un peu le même phénomène, même si Lergne étant une ville d'une taille quand même relativement importante, une préfecture, c'est-à-dire que la présence de l'État est suffisante pour que cette petite bourgeoisie culturelle se maintienne quand même. Mais voilà, la ville étant en décroissance, les politiques d'austérité, la crise du socialisme municipal, etc., font que les enfants de cette génération des années 80 ne vont plus chercher ou ne plus trouver de position sociale, ou ne vont pas chercher à renouveler cette position sociale sur leur territoire d'origine et vont immigrer vers des plus grandes agglomérations où les perspectives de reproduction sociale sont plus élevées, quoi. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelle génération, mais c'est que la nouvelle génération, entre guillemets, donc des jeunes plutôt nés dans les années 80, qui 80 ou 90, qui vont faire leurs études dans les années 2000, 2010, et qui vont rentrer, ça va être plutôt des jeunes d'origine populaire. Donc avec voilà, des capitaux moins élevés, et donc aussi des ressources pour défendre cette position plus faibles. Et donc ce qui les caractérise pour beaucoup, c'est que ce retour, il n'est pas forcément choisi. Il est en partie contraint. C'est des jeunes qui vont être souvent les premiers de leur famille à aller faire des études supérieures qu'ils vont plus ou moins réussir, hein, voilà, dans le livre, je détaille moins que dans la thèse, mais voilà, ça va de l'échec dès la première année à l'université à vraiment des réussites qui sont importantes, avec un bac+5 validé, avec mention. Voilà, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'au moment où les études supérieures sont terminées, les bourses étudiantes s'arrêtent, financièrement, ça devient extrêmement compliqué, et donc, du coup, la possibilité de se maintenir dans la grande ville où on a fait les études, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible pour différentes raisons, mais essentiellement économiques. Et donc, on va rentrer dans sa ville d'origine, où on va essayer en fait de reproduire ou de renouer avec les pratiques culturelles, les manières d'être, le style de vie qu'on a pu rencontrer dans les grandes agglomérations. Et où est-ce qu'il existe encore ce style de vie? Il existe encore dans les associations culturelles qui ont été fondées dans les années 80, à la Maison de la Culture, dans la salle de concert associative, etc. etc. Donc voilà, j'essaie de faire une petite synthèse et je te redonne la parole, mais ce qui distingue vraiment la génération des années 80 et celle des années 2010, c'est que les origines populaires sont beaucoup plus marquées pour la génération des années 2010. Et en plus, voilà, elle arrive dans un contexte qui lui est beaucoup moins favorable, mais ça on en reparlera peut-être. On peut faire la transition, hein, c'est le contexte des années 90-2000 de baisse de vision de l'État, d'économie des dépenses, et notamment d'économie des dépenses pour le monde de la culture, qui se traduit par des baisses de dotations en subventions de la part des collectivités territoriales et notamment des mairies, etc., etc. Donc, non seulement ces personnes arrivent de manière, s'inscrivent dans le monde culturel et dans la petite bourgeoisie culturelle de Lergne de manière fragile, mais
mais en plus, elles vont être d'autant plus fragilisées que ce monde-là lui-même est quelque peu en déclin en termes économiques, en termes aussi de reconnaissance. Et on peut peut-être arriver là, revenir au début de ton livre, et à ce moment-là qui est l'élection de 2014 et le passage de la mairie, donc 2014, c'était depuis 71, tu disais, le PS était à la tête de la mairie. ça. Donc 2014, fin de l'ère du PS, une personne sans étiquette qui va être soutenue à sa seconde élection par LREM, LR, etc. Donc pour donner donc plutôt droite libérale, etc. Un avocat qui est un avocat du coin, donc qui incarne ce que tu appelles la bourgeoisie économique, va arriver aux manettes de la mairie. Et là, le choc est assez brutal. Alors même si, comme on le disait, les années 2010 ont préparé la baisse des subventions, etc. Mais là, le choc est d'autant plus brutal que la droite arrive au pouvoir, coupe les subventions de manière assez énervée, va éjecter des personnes de la bourgeoisie culturelle de leur position, etc., administratif, dans l'administration publique, etc. Et peut-être, est-ce qu'on pourrait peut-être faire un portrait, tu pourrais nous faire un portrait alors un peu rapide de cette bourgeoisie économique. Alors, petite bourgeoisie économique, notamment, il y a la bourgeoisie économique qui arrive au pouvoir, et il y a une petite bourgeoisie économique qui se forme. Dans ton livre, tu fais, alors je suppose que dans la thèse, tu as plusieurs personnes, mais dans ton livre, tu parles de Sylvain, qui va devenir président d'une association qui s'appelle la Jeune Chambre économique de Lerne, et qui a, un peu à la manière de la petite bourgeoisie culturelle, lui va chercher à imiter la bourgeoisie économique, va avoir une vision de l'importance des investissements privés, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, pas du tout le même rapport au monde et le même rapport politique et le même rapport à la culture, et qui va jouer sa carte et commencer à prendre de l'importance dans le milieu de Lerne, quoi. Et notamment dans le milieu culturel. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu ça? Ouais, je le présente rapidement si tu m'y autorises. Juste, je fais un tout petit pas en arrière pour revenir sur les facteurs de la fragilisation, parce que c'est vrai que la crise du socialisme municipal, ce moment de 2014, est très important, mais comme tu le disais, je le ressouligne parce que voilà, c'est pas un seul facteur en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que quand on regarde notamment les trajectoires économiques des associations, on voit qu'en fait la baisse de subventions, elle a démarré avant. Parce que on a d'abord la crise de 2008 qui va largement contraindre les collectivités territoriales, le moment révision générale des politiques publiques. Alors je vais pas faire un cours d'action publique, mais voilà, c'est-à-dire que l'austérité est vraiment présentée comme un objectif de rajustement des finances publiques nationales, mais aussi locales. Donc voilà, ça démarre pas avec l'échec du socialisme, sauf que le socialisme municipal pouvait en tout cas chercher à préserver en partie cet héritage-là en maintenant une partie des subventions ou en le diminuant assez peu. Et effectivement, 2014, on le voit dans les budgets de la collectivité, dans les trajectoires des associations, etc. On voit une rupture qui est assez forte. Alors, 2014 aussi, j'en dis juste un mot parce que c'est vraiment étonnant, et on voit à quel point dans des villes où 43 années de socialisme municipal se sont écoulées, combien le PS en fait structure encore les choses, parce qu'en 2014 en fait on a tous les candidats qui sont en fait originaires du PS. Alors c'est évidemment le cas du candidat PS, mais c'est aussi le cas du candidat FN à l'époque, qui est en fait l'ancien président d'SOS Racisme. J'en parle pas dans le livre, mais c'est quand même quelque chose de se dire ça. Et donc en fait, cet avocat dont tu as parlé, qui lui prend en fait au deuxième tour qui va s'allier avec l'UMP, l'UDI, qui à la base est sans étiquette, et un ancien du PS qui a défendu bénévolement des demandeurs d'asile, donc qui était vraiment ancré dans les réseaux partisans des socialistes avant 2014. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que il est un peu écarté
on va dire de la shortlist des personnes qui vont peut-être prendre la tête de la liste en 2014. Il a des conflits interpersonnels avec plusieurs personnes qui sont au pouvoir, et donc lui va décider de monter une liste sans étiquette qui, à la base, se pense vraiment comme divers gauche. Sauf qu'au deuxième tour, il va s'allier avec l'UMP et l'UDI, ce qui va donner vraiment une connotation à la fois à regarder la composition sociale du conseil municipal ou les orientations politiques vraiment voilà, de droite, quoi. Et donc, cette tête de liste, effectivement, c'est quelqu'un qui en fait est originaire vraiment de la bourgeoisie économique. Alors, famille d'avocats, son père était avocat, propriétaire terrien également. Donc voilà, c'est vraiment l'archétype de la bourgeoisie économique qui a eu sa place au PS, au moment où le PS s'adressait aussi à la bourgeoisie économique et essayait on va dire de ratisser large, mais qui va s'en démarquer à ce moment-là. Et voilà, ce qu'on voit en 2014, du coup, c'est non seulement la baisse des subventions sur ces associations historiques, etc., mais c'est aussi, on va dire, une réaffectation des ressources clientélaires. Voilà, donc les ressources clientélaires, désolé, faut que j'essaie d'utiliser un peu moins de notions, mais les ressources clientélaires, voilà, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques toutes les ressources dont disposent les élus par leur mandat, et qui peuvent redistribuer à des associations, mais aussi à des entreprises. Voilà, c'est être capable de donner des logements sociaux. Bon, voilà, c'est ça, toutes les ressources. Où vont les investissements, quoi. Où va l'argent de la collectivité? Donc certaines ressources clientélaires qui sont un peu cachées et d'autres pas du tout. Voilà, par exemple, des subventions aux associations, c'est quelque chose qui est complètement transparent, qu'on retrouve très facilement dans les comptes rendus au conseil municipal, et on peut même aujourd'hui sur le site Finances Publiques, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder les dépenses de votre collectivité. Tout est transparent et c'est très très simple du coup de faire un travail pour voir ça. Bon. Et donc, ce qui se passe, effectivement, c'est que ces ressources clientélaires, après 2014, vont être davantage tournées vers des associations, vers des collectifs qui se réclament de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du numérique également. Bref, sur des registres d'action publique qui ne sont pas du tout ceux de la petite bourgeoisie culturelle et sur lesquels, en fait, elle va perdre. Elle s'était vraiment spécialisée sur la question du travail social, sur les politiques culturelles, et qui sont précisément, en fait, les domaines d'action publique qui vont perdre dans cette transformation politique locale. Et donc, peut-être, du coup, je n'ai pas fait le portrait. Non, je voulais là, tu nous as fait le contexte dans lequel arrive justement cette petite bourgeoisie économique, et je repose la question que je posais tout à l'heure. C'est un peu le portrait de cette bourgeoisie économique. Elle est intéressante. Si pendant que tu la présentes, je peux peut-être retrouver un extrait aussi, parce que tu parles de cette de cette imitation qui est plus du coup là une imitation du goût bourgeois de la bourgeoisie culturelle, mais qui est une imitation du goût de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie économique. C'est alors 152. Attends, je vais la retrouver tout de suite comme ça. Comme ça, c'est fait. Tu dis quoi ? Au contraire, à l'image de la bourgeoisie économique, les membres de la JCE, donc la Jeune Chambre économique, l'association dont Sylvain va devenir président, investissent les formes de culture perçues comme les plus conservatrices, anciennement consacrées, supposément en vigueur dans la bourgeoisie. Donc l'opéra plutôt que les concerts de rock, de la petite bourgeoisie culturelle, les chaussures en cuir plutôt que les baskets, les vestes de costume plutôt que les pulls, le champagne ou le vin plutôt que la bière, en bref le formalisme bourgeois plutôt que l'affectation de la décontraction et la simplicité de la petite bourgeoisie nouvelle. Et là, bon, tu recites Bourdieu une énième fois dans ton livre, mais il y a eu le check des gens qui font le check Bourdieu quand on parle de sociologie. Là, il est arrivé assez vite dans cette interview. Il est arrivé, je crois, au bout de 30 secondes. Mais voilà, mais je trouve ça très intéressant parce que là, tu montres bien les différences des aspirations. On parlait tout à l'heure du goût culturel, à l'authenticité de la petite bourgeoisie culturelle, etc. Là, on voit bien un autre style, de ce à quoi on s'intéresse, ce qui est important.
tu parles aussi, comme ça c'est un peu moi qui fais leur portrait, d'un moment donné où Sylvain organise je sais plus ce que c'est, mais un événement dans un château, hein, et alors là c'est la même chose, c'est une petite bourgeoisie culturelle, donc c'est des anciens, enfin c'est des personnes aux origines populaires qui essayent d'imiter les bourgeois, donc en fait ils sont pas dans le château, ils sont dans l'écurie à côté du château. Pour la salle de réception, c'est l'écurie à côté du château, mais c'est tout ça, c'est dans ce but de s'inscrire dans cette bourgeoisie, ce goût de la bourgeoisie économique, les grands châteaux, le caviar, le champagne, etc. Ouais. Tu vas apporter Oui, des précisions là-dessus. Ouais, complètement. Et c'est vrai que là, j'épouse complètement le cadre théorique de la distinction et cette idée de ce que Bourdieu appelle dans la distinction la bonne volonté culturelle. Voilà, c'est bon. Après, si je cite autant Bourdieu, je suis aussi, le livre est aussi publié chez Raison d'Agir, qui est quand même la maison d'édition fondée à l'origine par Bourdieu. Donc c'est vrai que c'est pas un hasard si je me retrouve dans cette maison d'édition. Voilà, mais donc cette idée de bonne volonté culturelle, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que en fait, je l'ai retrouvé à la fois chez la petite bourgeoisie culturelle, chez la petite bourgeoisie économique. C'est-à-dire cette manière de s'inscrire dans un style de vie, dans des répertoires culturels dont on reconnaît la valeur, mais dont on ne maîtrise pas complètement la forme. Enfin, voilà, qu'on essaie de s'approprier, mais avec toujours des petites erreurs, ou voilà, l'appropriation, elle est jamais parfaite. Donc ça, on le retrouvait chez la petite bourgeoisie culturelle, hein, dans sa manière d'essayer de reproduire en fait des manifestations qui étaient pour beaucoup en fait inspirées de ce que ces jeunes pouvaient voir à Paris ou dans les grandes villes des alentours au même moment, et qui essayaient de réimporter sur leur territoire d'origine. De la même manière, on voit la même chose avec la petite bourgeoisie économique, c'est-à-dire voilà, cette tentative de s'inscrire dans le style de vie de son groupe de référence sans parfaitement le maîtriser. Et là, je voulais quand même préciser quelque chose. C'est vrai que moi, je pense que Bourdieu, dans la distinction, quand il parle de bonne volonté culturelle, bon, malgré toute l'estime que j'ai pour ce livre, je trouve que il y a une forme un peu de mépris, presque de mépris de classe envers cette petite bourgeoisie, de moquerie. Et je le dis d'autant plus qu'en fait, j'ai eu quelques retours du livre où on m'a dit, ouais, j'ai l'impression que ce mépris, tu l'exerces aussi en décrivant cette petite bourgeoisie économique ou cette petite bourgeoisie culturelle. Voilà, bon, c'est vraiment, dans ma tête, en tout cas, pas le cas. Voilà, j'ai vraiment cherché à essayer de décrire de manière la plus neutre possible. Tu veux dire dans la déconsidération de ce qu'elles font comme juste une simple imitation, etc. C'est ça le mépris de classe qui peut s'exercer. C'est ça l'idée, c'est voilà, moi il me semble quand même avoir montré que cette imitation, enfin, de pas la donner à voir comme quelque chose dont il faut se moquer, mais il faut juste la comprendre. Et en mettant en avant en fait les origines populaires, que ce soit du côté petite bourgeoisie économique ou petite bourgeoisie culturelle, voilà, j'ai vraiment, et en faisant l'histoire longue de ces personnes, c'est-à-dire voilà, dans quel milieu elles sont nées, dans des milieux assez modestes. Alors par exemple Sylvain, si je refais un petit peu son portrait, voilà, il vient d'une petite commune rurale à côté de Lergne. Voilà, d'une famille vraiment modeste, et lui-même en fait va être détourné assez tôt en fait des filières générales, hein, puisqu'il va se diriger vers la restauration. C'est quelqu'un qui va du coup travailler très jeune, très dur, et au final, voilà, la jeune chambre économique en fait et son investissement dans ces formes de culture qui peuvent nous paraître à voilà, des gens de gauche de manière un peu lointaine, comme ridicule, comme risible, etc. C'est vraiment une perspective d'ascension sociale pour lui, d'un quotidien qui est vraiment difficile. Donc voilà, c'est pour ça que toujours essayer de revenir au début de la trajectoire, ça permet, il me semble, hein, de déminer, on va dire, le caractère un peu voilà, enfin comment dire, ça permet à mon avis de pas se moquer et de retrouver un peu l'objectivité sociologique et de juste comprendre qu'est-ce qui
peut pousser quelqu'un comme Sylvain à s'inscrire à la Jeune Chambre économique et donc à chercher à un peu imiter le style de vie ou les pratiques de la bourgeoisie économique. Bon, et donc voilà, cette bonne volonté culturelle, pour lui, elle va s'exprimer dans les manières de s'habiller, dans le fait d'essayer de s'inscrire dans cet imaginaire qu'il peut avoir du monde, des cadres d'entreprise, du patronat. Et donc, finalement, le mécanisme est le même, côté petite bourgeoisie économique ou petite bourgeoisie culturelle. C'est vraiment juste les registres de la culture légitime qui sont visés, qui sont différents. Et celle qui remporte, parce que là, de ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est plutôt dans les années 2010, celle qui remporte la culture, qui remporte, c'est la petite bourgeoisie qui remporte tout, en termes notamment, et là on parlait, tout à l'heure tu parlais des ressources clientélistes, c'était ça dont tu parlais? Ouais, clientélaires. Clientélaires vont être, de la part des collectivités territoriales, et notamment de la mairie, vont être orientées vers le genre d'association qu'est la Jeune Chambre économique, qui propose des actions, des événements qui correspondent beaucoup plus à la vision de ce qui est important pour les politiques d'alors. Et donc, il va y avoir une fragilisation complète. Et là, c'est la finalisation un peu de la fragilisation de la petite bourgeoisie culturelle à ce moment-là. La petite bourgeoisie culturelle remise en question va pas réussir à faire bloc. Ils vont pas réussir à faire bloc tous ensemble pour contrer cela et vont un peu s'enfermer. Et alors on peut revenir justement parce qu'on a discuté du titre juste avant le début du live, on peut revenir peut-être sur cette expression un peu provoque que j'ai mis de repli identitaire. Mais il va y avoir un certain repli sur soi et un repli de classe peut-être plutôt de cette petite bourgeoisie culturelle qui va notamment, et là il faut le préciser, voir quelque chose d'autre arriver dans l'Erne, c'est-à-dire la paupérisation du centre-ville, l'arrivée d'une nouvelle classe populaire qui, un peu à la manière, d'ailleurs ça me fait un peu penser aux travaux du collectif Rosa Bonheur sur Roubaix, c'est une classe populaire qui va investir le centre-ville, qui va, je sais pas moi, faire des garages à ciel ouvert, comme appelle ça le collectif Rosa Bonheur, c'est-à-dire réparer des voitures dans la rue, donc va être pas mal présente, etc. Et cette classe populaire qui arrive dans le centre-ville, ça déplaît beaucoup à la petite bourgeoisie culturelle, et surtout et cette petite bourgeoisie culturelle va exprimer un assez gros mépris de classe vis-à-vis de ces classes populaires-là particulières, notamment parce qu'elle va les soupçonner d'être les artisans d'un vote extrême droite, Front National, etc. Et cette disqualification par ces personnes votent Front National, va leur permettre d'exprimer tout leur mépris de classe. Et c'est vraiment intéressant de voir que voilà, ce repli, c'est pour ça que je parlais d'un repli identitaire, et peut-être que tu viendras discuter cette notion-là, mais ce repli identitaire, c'est un repli sur sa classe, sur son goût, et tout ce qui n'est pas de sa classe et de son goût et de ce qu'on peut accepter va être pointé du doigt, et de manière assez violente. Peut-être que je pourrais lire un extrait tout à l'heure, mais de manière assez violente vis-à-vis notamment de ces classes populaires de centre-ville qui vont devenir les boucs émissaires de la petite bourgeoisie culturelle quasiment. Ouais, complètement. Et alors j'ai l'impression à chaque fois que je réponds à une de tes questions, je redonne des éléments de contexte, mais je vais le refaire. Tu fais bien, c'est très bien, c'est très bien. Je vais le refaire un petit peu, mais je pense qu'il est important de comprendre aussi, c'est que, on l'a pas trop dit ça, c'est-à-dire que dans les années 80 aussi, alors même en fait, dans les années 70, le moment où le socialisme municipal émerge à l'Erne, et dans les années 80, où il va vraiment se développer avec cette petite bourgeoisie culturelle, ce qui se passe, c'est que quand on regarde un peu le vote, les votes par bureau de vote, donc, en fait, et qu'on regarde aussi le type de politique qui sont menées, c'est vraiment une victoire du socialisme municipal qui s'est fait à travers une alliance de classe. Alors une alliance de classe historique qu'on retrouve ailleurs, c'est-à-dire une alliance entre les classes populaires et cette petite bourgeoisie culturelle qui, par ses fonctions d'encadrement, va être au contact avec ces classes populaires. Alors,
concrètement, ça se traduit comment? Par exemple, par la politique de la ville dans les années 90. La politique de la ville dans les années 90, c'est ce moment où cette petite bourgeoisie culturelle qui, ça y est, a connu son ascension, a des associations qui fonctionnent très bien avec beaucoup de subventions, vont continuer, vont commencer à intervenir auprès des quartiers, avec des guillemets, comme je reprends le terme qui est utilisé par les enquêtés, à la fois pour se poser en relais locaux des socialistes dans les quartiers populaires. Ça, c'est quelque chose qui est plus ancien. Si on remonte aux années 70, en fait, c'est-à-dire au moment où c'est plutôt les communistes qui ont le social et la culture, en fait, c'est les communistes qui vont être très présents dans ces quartiers populaires et participer en fait à relayer le socialisme et le communisme municipal. En tout cas, il y a vraiment cette alliance qui fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas, moi je me situe pas dans une perspective critique de dire que cette petite bourgeoisie, elle exerce que du contrôle sur les classes populaires, elle est là pour renouveler l'ordre social et l'exploitation des classes populaires. Moi, il me semble que cette alliance, c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que d'un côté, elle donne une raison politique d'exister à la petite bourgeoisie, et de l'autre, cette petite bourgeoisie, elle n'est pas fermée. C'est-à-dire que ce contact entre classe populaire et petite bourgeoisie permet aussi offre aussi des perspectives d'ascension sociale pour ces jeunes de classe populaire, et dont j'ai rencontré de très nombreux exemples au cours de mon enquête. Des jeunes qui, comme on l'a dit, ont grandi dans les années 70, dans des petites communes ouvrières, dans les quartiers d'habitat social de Lerne, et qui, par cette rencontre avec ces associations, avec l'école, avec des enseignants, ont eu cet attrait et ont pu bénéficier de cet appel d'air. Bon. Je dis ça parce que c'est ce qui caractérise, à mon sens, les années 2000 et encore plus 2010, c'est la rupture de cette alliance de classe historique qui va contribuer aussi à l'effondrement du socialisme municipal. Quand on regarde, par exemple, précisément ce qui s'est passé dans les élections de 2014, bureau de vote par bureau de vote, on voit un effondrement du vote à gauche dans les quartiers d'habitat social de Lerne, mais aussi dans le centre-ville. Et un effondrement vraiment massif. Alors, au profit, et ce qui est étonnant, c'est que les quartiers d'habitat social à Lerne, en 2014, l'abstention ne progresse pas, l'abstention diminue, ce qui est complètement contre-intuitif. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, l'abstention ne diminue pas parce qu'on a une nouvelle offre politique qui arrive, c'est le FN. Le FN n'était pas présent aux autres élections municipales, il est présent pour la première fois en 2014, et il va faire ses meilleurs scores dans ces quartiers d'habitat social. Alors, moi, à ce moment-là, je suis sur le terrain, je fais mes entretiens, je fais mes observations, je participe à cette vie collective de la petite bourgeoisie culturelle et aussi économique, mais des deux côtés. Et à ce moment-là, en fait, ce que disent les représentants de la petite bourgeoisie culturelle, c'est que les classes populaires, ils ont lâché, que maintenant ils votent Front National, que c'est terminé. Comme si cette alliance avait été d'abord trahie côté classe populaire. Alors, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les logiques du vote FN, on va pas en parler ici, ce serait beaucoup trop long, mais c'est pas seulement un sentiment de trahison. Bon. En tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est comme ça que c'est ressenti par la petite bourgeoisie culturelle. C'est la trahison des classes populaires. Ça s'accompagne en plus, notamment au milieu de ces années 2010, par on va dire la constitution et la visibilité de collectifs militants extrême droite, notamment jeunesse identitaire, génération identitaire à ce moment-là, qui se lancent dans des campagnes d'affichage dans le centre-ville. Donc en plus, cette présence de l'extrême droite, elle est dans les urnes, mais elle est aussi visible dans l'espace public, dans cet espace public qui était justement un peu la chasse gardée de cette petite bourgeoisie culturelle, où elle avait le sentiment de donner le ton. Donc c'est ça, et en plus ça s'accompagne, comme tu le disais, d'une paupérisation, alors qui est ancienne, mais qui s'accélère vraiment dans les années 2000, à la fin des années 2000, on le voit vraiment dans les statistiques de l'INSEE. Donc le chômage va fortement augmenter dans les quartiers de centre-ville, la décroissance, de moins en moins de monde, etc., etc. Alors, rien nous dit que les deux phénomènes soient liés, et d'ailleurs, à mon avis, les deux phénomènes ne sont pas liés, c'est-à-dire l'installation de nouvelles classes populaires et le vote FN. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, c'est même pas les mêmes personnes, mais peu importe, en fait. C'est-à-dire que dans la perception que peuvent en avoir les acteurs, les deux phénomènes vont ensemble.
qu'il y a une dégradation de son lieu de résidence, qui est un lieu qu'on a investi depuis plusieurs années, on peut être propriétaire, voilà, dans lequel on a organisé de très nombreuses manifestations culturelles. Et on voit en même temps que le vote FN progresse, que le vote à gauche recule, et de ce sentiment-là va naître, de cette réalité-là va naître le sentiment que cette alliance de classe historique en fait est remise en cause et caduque, et que donc il faut y renoncer d'une manière ou d'une autre. Alors là-dessus, il y a différentes manières d'y renoncer. Moi, il me semble que le succès d'Emmanuel Macron en 2017 à l'échelle nationale a été aussi porté par une partie de cette petite bourgeoisie culturelle, de cette bourgeoisie culturelle qui ne se retrouvait plus pour une raison ou pour une autre dans le socialisme. Ça s'explique aussi comment dire, cette tendance, en tout cas chez cette petite bourgeoisie culturelle, au repli identitaire. Alors, repli identitaire, effectivement, en fait, moi, je suis d'accord avec le terme de repli identitaire. La seule chose qui me gêne, c'est la connotation politique qui est aujourd'hui associée à identitaire. Voilà, en fait, si ça faisait pas autant l'objet de débats dans le champ politique, dans le champ journalistique, je pourrais, je pense, réutiliser repli identitaire. En tout cas, il y a une forme de repli sur son style de vie, sur ses manières d'être, sur ses certitudes, en fait, sur son habitus, pour parler comme Bourdieu. Voilà, je ne sais pas si j'avais encore cité Bourdieu dans cette réponse, c'est fait. Et donc aussi sur ce qui... C'est une manière de se défendre, dans le sens où se replier sur ce qu'on est socialement, ça permet de faire bloc, ça permet de faire groupe, ça permet de se réassurer, mais ça participe aussi, du coup, à remarquer des frontières. Donc, avec cette petite bourgeoisie économique, ça, voilà, c'est des choses qui sont dans le livre, mais aussi avec ces classes populaires qui pourtant, enfin, en tout cas, une certaine fraction de ces classes populaires ont pu constituer des alliés important dans les décennies précédentes. Peut-être juste pour ce que je disais tout à l'heure, il y a un commentaire Facebook que tu mets en avant qui est assez violent et qui est assez justement symptomatique de cette haine. Alors en plus, il est écrit par une des personnes que tu suis, il me semble, ce commentaire-là. Mais donc un commentaire Facebook. Donc il y a un post Facebook plutôt raciste et il y a une réponse qui est donnée par un des membres ou une des membres de la petite bourgeoisie culturelle, et qui l'explique, en gros, dit être con n'est pas une fatalité, il existe même quelques petits trucs pour t'en sortir, lui demande il faut se procurer un Béchel si tu aimes la France, et essaye de pas faire de faute d'orthographe, achète des livres d'histoire pour apprendre un peu l'histoire, commence par Choupi si c'est trop dur pour toi, éteins la télévision, TF1 ça ronge le cerveau, enfin toutes ces idées-là, mais là on le voit vraiment, ce mépris de classe s'exprimer, apprends à identifier éviter les situations susceptibles de te faire rechuter, la chasse, les réunions d'anciens combattants, les meetings de Sarkozy. Alors, c'est listé. On a vraiment la détestation là qui est listée. Je trouve ça assez extraordinaire. Le rassemblement de tuning, les repas avec l'oncle qui a fait la guerre d'Algérie. Donc voilà, on a vraiment là ce mépris de classe qui s'exerce et qui, je trouve, est vraiment impressionnant et dit beaucoup justement de ce repli là, alors qu'on qualifie d'identitaire ou non, mais en tout cas de ce repli sur de la légitimité de ses propres goûts et de l'illégitimité des goûts des autres, et notamment des goûts des classes populaires à qui on attribue le fait d'être raciste, mais aussi d'aimer des choses comme le tuning qui sont considérées comme illégitimes, etc., etc. C'est vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé que tu le fasses apparaître, parce qu'on voit vraiment l'énervement qu'il y a derrière. Ouais. Alors le contexte de ce post Facebook, donc on est au milieu, on doit être en 2014 ou 2015, donc c'est le moment où Facebook est encore, peut-être pas dominant, mais est encore utilisé massivement. Et alors je pense qu'il l'est encore, en fait, aujourd'hui chez les générations les plus âgées et chez une partie des classes populaires, mais voilà, à ce moment-là, Facebook, en tout cas, c'est vraiment un outil un réseau social qui est vraiment utilisé massivement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le site sur la page Facebook de la ville de Lergne, est annoncé l'accueil de, si je dis pas de bêtises, c'est 12 familles syriennes. Enfin, c'est vraiment quelque chose en plus qui est vraiment pas massif. On est dans ce contexte
de guerre civile, d'ascension de Daesh en Syrie. Bon, bref. Voilà. Et donc sur la page Facebook, qui est publique évidemment. Et donc sur cette page Facebook, de très nombreux commentaires, les premiers à sortir d'ailleurs, c'est des commentaires d'hostilité disant oui, par qui seront-ils logés, qui c'est qui va payer, enfin voilà, les choses malheureusement habituelles qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est dans ce contexte-là que des membres de la petite bourgeoisie culturelle, que par ailleurs je connais en fait, parce que j'ai fait des entretiens avec eux, parce que je peux les rencontrer dans des manifestations culturelles, etc. Et donc je suis ami sur Facebook avec eux. Voilà, j'ai aussi beaucoup enquêté sur Facebook, donc j'avais une frénésie d'ajouts d'amis sur Facebook. Et donc c'est à ce moment-là en fait que je vois tous ces commentaires et où je me dis il faut que je fasse des captures d'écran parce que il y a vraiment quelque chose qui se joue là. Et voilà, donc ce qui se joue, c'est effectivement une expression débridée du mépris de classe, et en fait débridée précisément parce que des propos racistes sont tenus. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que voilà, finalement le racisme réel ou parfois juste supposé. Voilà, j'ai aussi des cas, des observations où en fait ce racisme est juste supposé, c'est-à-dire que la personne auquel on va faire, enfin, qui va être sujette au mépris de classe, en fait, on n'a aucune raison de savoir ce qu'elle vote ou ce qu'elle pense. C'est juste de loin la manière de s'habiller, le fait de consommer une canette de bière dans la rue. Voilà, c'est des cassos qui votent FN. Oui, il y a ce terme de cassos que tu utilises, Ouais. qui est un terme indigène, qui est un terme qui est utilisé par la petite bourgeoisie culturelle, quoi. Oui, complètement. C'est vrai que c'est important de le préciser. Cassos, c'est pas une notion sociologique que j'utilise pour objectiver la réalité. C'est vraiment un terme indigène qui est utilisé par les enquêtés. Et ce terme de cassos, tel qu'il est utilisé, il charrie vraiment, je dirais, toute la représentation la plus méprisante du populaire et qui est ici justifiée, voilà, parce que les personnes ont conscience de faire du mépris de classe, mais qui est justifiée vraiment par le fait qu'on suspecte ou on constate du coup une connivence ou un attrait pour des idées d'extrême droite. Bon, eh bien, on a dressé un portrait de cette petite bourgeoisie culturelle et de ce qui se passait dans cette ville que tu as renommée Lergne pour l'anonymiser. Est-ce que tu voulais peut-être ajouter quelque chose là qui te semblait important et qu'on n'a pas du tout abordé avant de finir, parce qu'on s'était dit plutôt qu'on ferait 1h15, 1h30, et là on arrive doucement à 1h30, donc on va pouvoir terminer là-dessus. Est-ce que tu voulais préciser peut-être quelque chose, notamment sur je sais pas moi, la situation actuelle et puis peut-être ce que toi t'as tiré de cette enquête-là, peut-être d'un point de vue plus politique, ou je sais pas. Sur quoi tu veux finir, dis-nous. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait, voilà, pour la, enfin, comment dire. Moi, je pense qu'en tout cas, la lecture de ce livre peut laisser vraiment un goût amer et peut donner l'impression que, voilà, peut un peu plomber et donner, on va dire, donner du grain à moudre aux plus pessimistes d'entre nous, parce que le constat, c'est quand même celui voilà, de la fin de cette alliance de classe historique, ou en tout cas de sa crise très profonde. Et je termine le livre sur une accélération du repli chez la jeune génération, les élections municipales de 2020 où la gauche s'est encore plus effondrée qu'en 2014. Bon, voilà, l'idée en fait, et c'est vrai que c'est de ce point de vue-là, je trouve que la sociologie des fois elle rend pessimiste. Bon, je voulais juste rappeler quand même que en rendant compte comme ça des mécanismes profonds, c'est aussi une manière d'essayer de conjurer des spirales infernales qui paraissent, qui paraissent sans fin. Et il me semble du coup qu'il faut vraiment, voilà, quand on a cette lecture-là, de ne pas se dire tout est foutu, c'est fini. C'est au contraire parce qu'on comprend les mécanismes qu'on arrive en fait éventuellement à les enrayer. Donc voilà, c'est une toute petite note optimiste, un optimiste assez modeste, pour terminer, pour dire qu'il faut, je pense, pas tirer une leçon politique dans le sens tout est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à jouer sur ces territoires-là. Concentrons-nous à gauche sur des territoires qui sont plus favorables et laissons tomber. On voit en fait que, notamment, je fais le parallèle avec les campagnes en déclin de Benoît Coquart, que
en fait, cette petite bourgeoisie culturelle qui est en crise, mais plus généralement, voilà, ces modèles, ces modèles, on pourrait dire, alternatifs à la seule réussite économique, ou, bon, fonctionnent encore sur ce type de territoire et doivent être défendus, il me semble, pour contrecarrer là, cette spirale infernale dans laquelle on est, quoi. Très bien, eh bien, merci beaucoup, Elie Guéraud, de nous avoir accordé tout ce temps-là. Il y a eu j'ai pas eu tellement de questions dans le chat, donc c'est pour ça que ou qui correspondaient un peu à ce que je demandais, donc ça passait. Sinon, bon, il y a eu des réactions tout le long, mais en tout cas, les gens ont l'air d'avoir apprécié cette interview. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de nous accorder cette interview. Écoute, voilà quoi. Fin pour ce matin. Et puis en te souhaitant d'autres bonnes enquêtes comme celle-ci, qui était pour moi, j'ai vraiment trouvé ça. La lecture de ce livre-là était vraiment très agréable et très intéressante. Merci beaucoup pour l'invitation, et voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont écouté dans le chat. Et bonne journée, bonne continuation. Allez, je coupe là. Au revoir tout le monde. Je fais une pause et je reviens dans 5 minutes, dans 5-10 minutes, là, si vous voulez qu'on débriefe ensuite ensemble l'interview, vite fait. Je reviens dans juste le temps de dire au revoir, etc. Allez, ciao tout le monde, et puis à tout de suite, juste après la pause.